Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Sophie Muller, Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? je m'appelle Sophie Muller, j'ai 32 ans et je viens du Luxembourg. Actuellement, je vis à Montréal en tant que résidente temporaire avec un permis de travail. Je travaille comme enseignante en éducation de la petite enfance depuis presque 9 ans. J'ai suivi une formation spécialisée dans ce domaine au Luxembourg, puis j'ai exercé dans plusieurs garderies et écoles maternelles. Il y a environ 1 an et demi, j'ai décidé de venir au Canada afin d'acquérir une expérience professionnelle à l'international et de découvrir de nouvelles approches pédagogiques. Vous travaillez avec des enfants de quel âge exactement? Je travaille principalement avec des enfants âgés de 2 à 5 ans. Mon rôle consiste à accompagner leur développement global, notamment sur le plan social, émotionnel et cognitif, à travers des activités éducatives adaptées à leur âge. Aujourd'hui, je travaille dans un centre de la petite enfance à Montréal. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est l'importance accordée à l'inclusion, au respect du rythme de chaque enfant et à la diversité culturelle au sein des groupes. En dehors du travail, j'aime profiter de la ville, me promener dans différents quartiers, participer à des activités culturelles et passer du temps à l'extérieur, surtout quand il fait beau. Pour l'avenir, j'aimerais continuer à travailler dans le domaine de l'éducation de la petite enfance au Canada et à plus long terme, m'installer de façon permanente à Montréal afin de poursuivre mon développement professionnel et personnel. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un ami francophone. Vous pensez venir habiter dans ma ville et vous me demandez des informations afin de trouver un logement, formalités, lieu, coût, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Salut, j'espère que tu vas bien. Comme je pense venir habiter dans ta ville, j'aurais besoin de quelques renseignements, si ça ne te dérange pas. Bien sûr, aucun problème, je t'écoute. D'accord, pour commencer, quels sont les quartiers que tu conseillerais à quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas encore très bien la ville? Il y a surtout le centre-ville et les quartiers proches des transports, c'est plus pratique au début. Et à propos du budget, quel est le loyer moyen pour un appartement d'une chambre dans ces quartiers allés-là? En général, il faut compter entre 900 et 1 200 € selon l'emplacement. Justement, qu'est-ce qui fait vraiment varier les prix? La taille, l'emplacement ou l'état du logement? L'emplacement joue beaucoup, mais aussi si l'appartement est rénové ou non. Et pour chercher un logement, quels sites ou quels moyens sont les plus efficaces selon toi? Les sites d'annonces en ligne fonctionnent bien, mais le bouche à oreille aide aussi. D'ailleurs, vaut-il mieux passer par une agence ou chercher directement auprès des propriétaires? Les deux sont possibles, mais les agences demandent souvent plus de frais. Et concernant les formalités, quels documents faut-il généralement fournir pour louer un appartement?
On demande souvent des fiches de paie, une pièce d'identité et parfois un garant. À ce sujet, quand on n'a pas encore de travail sur place, comment font les nouveaux arrivants? Certains proposent un garant ou paient plusieurs mois à l'avance. Et pour la durée du bail, s'agit-il plutôt de contrats longs ou est-il possible de louer à court terme au début? Il existe des locations temporaires, surtout pour les premiers mois. D'accord. Et est-ce que les charges comme l'électricité ou l'eau sont généralement incluses dans le loyer? Pas toujours, ça dépend du logement. Il faut bien vérifier l'annonce. Et au niveau des transports, quels quartiers sont les mieux desservis pour éviter d'avoir une voiture? Le centre et les zones proches du métro ou du tram sont idéales. Et vivre un peu plus loin, mais bien connecté, est-ce que ça permet vraiment de réduire le loyer? Oui, souvent les loyers sont plus abordables en périphérie. Et pour quelqu'un qui arrive seul, quels quartiers sont réputés pour être calmes et sécuritaires? Les quartiers résidentiels sont généralement plus tranquilles. À propos du voisinage, l'ambiance est-elle plutôt conviviale où chacun reste de son côté? Ça dépend des immeubles, mais les gens sont plutôt ouverts. Et est-ce qu'il existe des périodes de l'année plus favorables pour trouver un logement? Oui, au printemps et en été, il y a plus d'offres. D'accord. Et quand on visite un appartement, à quels détails faut-il faire le plus attention? L'isolation, l'état général et le voisinage, surtout. Et en cas de problème après l'installation, vers qui peut-on se tourner? Le propriétaire, une association, la mairie? D'abord le propriétaire, sinon certaines associations peuvent aider. Au fait, est-ce que tu penses qu'il est préférable de louer meublé ou non meublé quand on arrive? Meubler au début, c'est souvent plus simple. Et pour finir, si tu devais me donner un seul conseil pour éviter les mauvaises surprises, lequel serait-ce? Toujours bien lire le contrat avant de signer. Merci beaucoup pour toutes ces informations, ça m'aide vraiment à mieux me préparer. Grâce à tes conseils, je me sens beaucoup plus rassurée pour mon installation. Merci encore. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Selon vous, est-il nécessaire de diminuer la circulation des voitures dans les centres urbains? Eh bien, c'est une question intéressante car elle divise fortement les opinions dans nos sociétés actuelles. D'un côté, il y a ceux qui considèrent que la voiture est indispensable pour garantir la liberté de déplacement, notamment pour les familles, les travailleurs ou les personnes vivant loin des centres urbains. D'un autre côté, certains soutiennent qu'il devient urgent de limiter la circulation automobile en ville afin de répondre aux défis environnementaux, sanitaires et sociaux. Pour ma part, je pense qu'il est nécessaire de diminuer la place de la voiture en milieu urbain, à condition que cette transition soit bien organisée et accompagnée de solutions réalistes pour l'ensemble des citoyens. Tout d'abord, réduire la circulation des voitures permettrait de lutter plus efficacement contre la pollution de l'air, qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Les véhicules motorisés émettent une grande quantité de gaz à effet de serre et de particules fines, responsables de nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires. À long terme, cette pollution a également un impact sur la qualité de vie et l'espérance de vie des habitants des grandes villes. Par exemple, dans certaines métropoles européennes, la création de zones à faibles émissions a entraîné une amélioration visible de la qualité de l'air et une diminution des problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique. Ensuite, la réduction du trafic automobile contribue à rendre les villes plus agréables à vivre et mieux adaptées aux besoins des habitants. Moins de voitures signifie moins de bruit, moins d'embouteillages et un environnement plus calme et sécurisé, notamment pour les piétons et les cyclistes.
Cela permet aussi de repenser l'espace urbain en faveur des espaces verts, des places publiques et des zones de rencontre. Par exemple, dans plusieurs villes, la piétonisation de certaines rues a favorisé le développement des commerces de proximité et a renforcé le lien social entre les habitants, tout en rendant les quartiers plus attractifs. Par ailleurs, diminuer la circulation automobile encourage le développement des transports en commun et des modes de déplacement alternatifs. Lorsque les autorités investissent davantage dans les réseaux de bus, de métro ou dans les infrastructures cyclables, les citoyens disposent de solutions fiables pour se déplacer sans voiture. Cette évolution peut également contribuer à réduire les inégalités sociales, car tout le monde n'a pas les moyens de posséder un véhicule personnel. Par exemple, dans certaines villes nordiques, l'amélioration de l'offre de transport public a permis de réduire l'usage de la voiture tout en garantissant une mobilité efficace pour l'ensemble de la population. En conclusion, réduire la circulation des voitures en ville me semble être une mesure nécessaire pour répondre aux enjeux environnementaux, améliorer la santé publique et transformer durablement l'espace urbain. Cependant, cette politique doit être mise en œuvre de manière progressive et équilibrée, afin de ne pas exclure certaines catégories de la population. À mon avis, lorsqu'elle est accompagnée d'alternatives accessibles et efficace, cette démarche permet non seulement de protéger l'environnement, mais aussi d'améliorer la qualité de vie et le bien-être collectif en ville. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.